Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette session 14 donc, de l'EFI. Bon, je vais présenter en français voilà, je vais présenter en français et je ferai également la présentation des intervenants au fur et à mesure que vous intervenez. Donc, et on suivra l'ordre qui est proposé dans le programme. Je me permets de le rappeler. Donc, on va commencer par l'original. Après, on aura la présentation d'Aurélie, ensuite d'Emmanuel et ensuite en ligne de Isabelle. Donc, je me permets de rappeler aussi le titre de cette session, Indigenous Self-Determination, Definition and Barriers. Et on commencera donc par la présentation de Jack qui s'intitule Indigenous People's Claim for Legal Recognition and their Traditional Territories is a Way Forward for Asserting their Right to Self-Determination. Donc, pour présenter brièvement Bridjal, il est un membre de la nation Tao sur les confins de l'Himalaya. Il est un militant des peuples autochtones avec 15 ans d'expérience et il a différents postes de consultant. Il a créé l'association en France Global Home for Indigenous Peoples. Il a représenté les peuples autochtones dans différentes coalitions. Et il détient un BA en économie, African Studies, et un master en Public Administration, donc administration publique. Et donc, on te laisse 10 à 15 minutes pour ta présentation. Merci. Et je te ferai un signe aussi quand il reste 2 minutes, je te fais ça. Thank you, Pablo, for the introduction, and thank you, organizers, for inviting me to share my experience on land issues. And I'm not an academic person, but the presentation is based on the experiences that I've had as a nation and my activism work. So before I start, I just want to welcome just not us, but everybody at the same time, the spirit of my mountains, my rivers, the spirit of my monsoon that supports our livelihood, supports our spirituality, and at the same time, all the creatures that live in our territory. To start with, I want to share the story of the Yanomami legend that is shared by Tavika Obinawa. As you can see on the slide, he talks about creating a balance between the sky and the earth. So you can read the story; it's very clear. And the importance of indigenous people in creating a balance between the earth and the sky. So their knowledge system and their presence in their territorial land is very important to the vision that we have, to the dream we have, and our life experiences. And this story also relates to indigenous people around the world, and including Arab peoples as well. Land is so important to our identity, culture, everything. This photo I put it intentionally because this is a photo painting by an artist, Haru artist, based in Nepal. So as you can see, in 1950s, the government of Nepal, in partnership with USAID, they spread DDT. It's a chemical. Now we cannot use it, right? You can see the forest and the Thai people that we lived, you know. So that was our ecosystem. That was our cosmovision. But as in order to eradicate malaria, they spread many amounts of this chemical. So they were successful in eradicating malaria. But with eradication of malaria, our knowledge system, our governance system, our independence, autonomy, our economy, gift economy started to decline. So you can see like dispossession, it's another way. Like they built a highway, they did many things. Now 50% of the people in Nepal, they live in Tharo people's territory. So it was a slow dispossession. So as you can see, indigenous people have often been victim of dispossession of their traditional territories and natural resources that lies within. And it took place in the past and still happening today as we speak. And there's a strong pressure as we move into just transition. We're talking about green economy, critical minerals, which are found in indigenous people's territories or close to where they live. That's also pushing our boundaries, you know.
And another challenge is like, so the territory that indigenous people, they are not legally recognized. Only 10% of the territories that indigenous people live are legally recognized. So there's a huge gap when it comes to recognition of indigenous people's territory. So how our traditional territories is linked to self-determination. So these are what other people are saying about how land is important to our self-determination. But as a Thai person, when the land was taken away, before 1950s, Thai people were autonomous. My grandfather, he managed his own affairs. We had a village council. There was no police. There was no state services. We managed our own affairs. But as the land was taken away, it was privatized, and there was national parks built in our territories. That means like we were not the natural resources and the land was not accessible to Thai people. So with that, we were forced to assimilate into the national system. So what happens when you do that? There's a huge implications. So we have examples from Canada, the Inuit people. They were semi-nomads, but they were sedentarized. Their dogs were taken away. Same thing across the world too. Yesterday, there was a panelist from Brazil. She was talking about how the indigenous people were removed from the land forcefully, and the mental health, the violence that comes along. So it's a huge impact. Yeah. So what does traditional territory means to us? So it's a most important factor for our identity. And our traditional territories, forests, rivers, mountains that we have roamed around for a really long time. And as you know, indigenous peoples are the oldest living memory of this planet. So the forest, land, rivers, our cosmos is our school, is our university, is our pharmacy, is our grocery store. So when you remove us from that, that means we're not schooled in the way we want to. We're not accessing our herbs, medicines that we gather. We're not accessing our food, the food pathway is all destroyed. So we're eating canned food, manufactured food, and same thing, governance system. Thai people have the most complex governance system and customary law that manages its affairs of its own. Even we fought British, when British was trying to come into Nepal, take the tropical rainforest, we won. But it's never mentioned in our history and in the language, So I'm a product of this possession of Thai land. I should be in my territory, but I'm somewhere else, But that's the challenge, and the language is disappearing at an alarming rate. Indigenous languages are disappearing at an alarming rate, and food pathways, including nomads, fishing, hunting, gathering. So when we talk about food, it's mostly agriculture, but indigenous people's food system also consists of fishing, hunting, gathering, which is, you take what you need and leave the rest for the future generation. And spirituality and dreams, that's also important. So our spirituality is interlinked with our territory that we dwell on. And when we remove them from their territories, different things show up. For instance, in my epistemology, we have this spirit called the leader. The leader is a spirit that we drive every year as a collective people, because the spirit, the leader is someone who just takes, who only thinks about profit and self. It breaks the collective idea. So when we remove the land, the spirituality that we hold, it starts to fade away. So we were driving this Dalida, and in Anishinaabe, they call it Windhoek, it's similar idea. Now it's living among us, because there is a mining, there is all these things. And cultural reproduction and future generation, so since the land is taken away, the cultural reproduction stops, because the transfer of knowledge, traditional knowledge stops.
we're creating a barrier because we're going to modern school, and young people are being deprived of that knowledge system, and well-being, livelihood, dignity, and gift economy, of course. So indigenous people struggle to live in a cash economy, the capitalistic world. Our knowledge system, our economic system is a gift economy. It's a regenerative economy in that sense. So for indigenous people, the self-determination, it's all about the land. And you can read this book by a Mohawk leader. There's more information on that, like why it's so important for us. The land is, and I just put these things here, but I'm sure like our colleagues will speak more on the legal frameworks that we have. So according to UNDRIP Article 2627, there is recognition of indigenous land in accordance with indigenous people's law, tradition, customs, and land tenure system. And we have American Court of Human Rights, but there's hardly any regional mechanism in Asia region, which makes it very complicated for Asian indigenous people to seek justice. And but this American court has really influenced a lot of national courts in Malaysia, other places in Asia as well, including India, in Kenya too. And this common law doctrine, it's based on Aboriginal and Native title doctrine, originally started in Canada and Australia. And this is also influencing a lot of national laws and decisions in court, including Malaysia. But there are many gaps as well in this, and I'm sure our colleagues will speak more on that, on the legal framework. But these are some of the victories, in Australia, Canada, Republic of Congo, India, Forest Rights Act, Indonesia's Constitutional Court, New Zealand, Norway, Panama, Russia Federation, and it's going on. More and more countries are recognizing, but the implementation is the challenge. There are a lot of barriers to prove that traditional territories, what do the traditional territories mean, customary law on land tenure mean to the court system. It's very difficult. And yesterday somebody talked about the anthropological legal expert. That's something that's lacking in convincing the court to, there are other ways of seeing and verifying what it means. And this is some of the victories that by non-state actors are making, and individuals as well. So in California, there is a rise, in North America, there's a huge movement of land back. And you can see in California, a lot of land trusts are being established. People are giving back the land to indigenous people, the right owners. And there's this organization that I do consulting for, they are working with foundations to secure land tenure for indigenous peoples across the globe. So when this happens, the institutions of indigenous people are strengthening. So now the indigenous peoples have the capacity to take funds and manage their territory of its own. So giving back the land strengthens their cosmovision, governance system, everything, language, everything. Yeah, and this is the challenges, as you can see. So surface resources versus subsurface resources. UNDRIP is very unclear about that, and of course, UNDRIP is non-binding. And other people's rejection, their land rights claim has been rejected over and over again in India. Although there is a provision, so there's a lot of gaps and challenges still. And what are the wider benefits of giving indigenous people their land? So of course, for collectively, there's a huge benefit, but these are the benefits that the wider world could enjoy. We talk about 80% of the biodiversity is within indigenous people's territory. And knowledge system, we're talking about decolonizing everything. So adding indigenous people's worldview will give us a lot of, pluralism, legal system, everything, So, and yeah, the health as well.
And moving forward, land is important for our self-determination, and I invite all of you to join us, in our movement. And there's a huge capacity as a in the legal framework for indigenous people to navigate the system that we don't, where it's not built on our knowledge system. So I invite all of you to work with indigenous peoples. Your research should connect to these movements, and yeah, and like last thing I want to say, share is my grandfather's quote. He used to take me to the forest where I come from. It's called Parsa Wildlife Reserve, and he showed me the forest, and he told me that in the forest, in the healthy forest, everybody has a space. The small plants, tall, wide, the climbers. Everybody has a space. Nobody should uproot you, So help us not be uprooted. And this is my address. Please feel free to connect. Thank you very much. Donc, Aurélie Laurent, une présentation sur les droits implicites à l'autodétermination des peuples autochtones. Donc, Aurélie Laurent est maître de conférence à la faculté de droit de Le Mans Université, membre du laboratoire de recherche titulaire d'un doctorat en droit en tutelle avec l'Université de Toulouse et l'Université d'Ottawa. Et le titre de sa thèse est le plurijuridisme et le contentieux des droits fondamentaux, étude comparée du rôle de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour du Canada. Donc, ça fait une recherche liée au droit des peuples autochtones, au droit des libertés face aux défis des règlements. Ça va pour 10 à 15 minutes. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos présentations. Et puis, je suis très contente d'être ici avec vous. Alors, d'abord, en introduction, pourquoi partir à la recherche du droit implicite à l'autodétermination? Ça peut paraître un paradoxe parce que l'autodétermination, on l'utilise en général au singulier et ensuite, on en fait découler des conséquences juridiques, politiques qui sont essentielles. Sauf que je ne suis pas si certaine que c'est, comme Zéra l'a affirmé tout à l'heure, que les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination dans le sens, est-ce que c'est un droit opposable, justiciable partout? On peut l'affirmer évidemment dans la déclaration onusienne que tout le monde connaît, mais ça reste qu'une déclaration et quand on regarde même les juridictions des droits de l'homme, Cour européenne des droits de l'homme ou même la Cour interaméricaine, c'est pas un droit qui est directement justiciable au singulier, c'est-à-dire qu'on peut pas aller devant la Cour interaméricaine, qui est la plus progressive, pourtant une des plus progressives de ce côté-là, pour réclamer un droit à l'autodétermination. Donc c'est pourquoi, en fait, j'ai constaté qu'il y avait une plus grande prudence dans les systèmes qui sont pourtant ouverts à la protection des droits des peuples autochtones. Je peux prendre aussi un autre exemple que je connais, c'est la Cour suprême du Canada qui n'a pour l'instant jamais reconnu qu'il y a un droit ancestral, donc protégé par la Constitution canadienne, à une autodétermination, même à une autonomie gouvernementale. Alors certes, on se heurte ici à des problèmes de définition. Qu'est-ce qu'on entend par l'autodétermination? Est-ce que c'est l'autonomie gouvernementale? Vous allez voir que ce que je vais étudier, ça tend plus vers une autonomie gouvernementale que l'autodétermination dans le sens global, total, qui peut faire penser aussi à un autre grand mot, c'est celui de souveraineté. Donc l'autodétermination, on peut le voir comme une revendication pleine, si vous voulez. Dans l'appel à communication de l'ENPI, on le qualifiait l'autodétermination comme un droit parapluie de grande portée qui facilite d'autres demandes. On a pu voir dans ce principe un principe d'interprétation des autres droits. Et moi, ce que je voulais regarder ici, c'est une autre piste de réflexion qui est utile dans le cas où l'autodétermination n'est pas reconnue explicitement. Donc, je voulais regarder si les droits reconnus aux peuples autochtones, qui ne sont pas directement des droits à l'autodétermination, sont susceptibles de contenir des formes d'autodétermination sous-jacentes et avec quelle effectivité. Alors, avant de s'y pencher, je voulais juste quand même dire que quand on se situe dans une perspective de pluralisme juridique, on n'a pas forcément la nécessité qu'il y ait une reconnaissance de la part de l'État du droit à l'autodétermination. C'est-à-dire, dans une perspective de pluralisme juridique, l'autodétermination autochtone, elle se suffit à elle-même, puisqu'on reconnaît la juridicité des droits autochtones. Je vais quand même regarder du côté, en fait, de l'État et regarder s'il y a une reconnaissance étatique
Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est que ça soit effectif pour les peuples autochtones. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'éviter les situations conflictuelles, potentiellement inflammables et qui peut menacer une coexistence pacifique. On a malheureusement un exemple très récemment. S'agissant de territoires intéressant la France, et éviter finalement de régler la question par la force, qui dans une situation même post-coloniale a toutes les chances d'être à la défaveur des peuples autochtones. Je regarde aussi le droit, non pas parce que je veux nier des luttes politiques et toutes ces formes de résurgence et d'empowerment, de résurgence identitaire des autochtones, etc. C'est tout à fait valable, c'est juste une autre option, l'option juridique que je veux étudier pour trouver les termes de la coexistence juridique, comme disait le professeur Ramon dans son ouvrage, qui est mon champ de travail finalement. Donc, lorsqu'on peine à reconnaître un droit à l'autodétermination dans sa globalité, est-ce qu'il est possible de trouver des droits implicites, nécessairement donc indirects, à l'autodétermination des peuples autochtones? La réponse me paraît positive, à condition de garder l'autodétermination comme un point de mire et d'admettre son incomplétude. La voie la plus évidente me paraît être celle de la protection des droits des peuples autochtones, c'est-à-dire le cas, c'est l'hypothèse où l'autodétermination est reconnue par des droits humains de manière fragmentée, de manière sectorielle. Et il y a une autre hypothèse aussi qui est plus innovante, qui est encore plus indirecte, c'est lorsqu'on passe par les droits d'une entité naturelle. Alors, premièrement, l'hypothèse de l'autodétermination fragmentée par les droits humains. Alors, je vais écarter un autre cas de figure qui concerne l'applicabilité des droits humains. C'est-à-dire qu'on a pu parfois regarder s'il y avait une forme d'autodétermination reconnue implicitement lorsqu'on cherche à appliquer les droits humains constitutionnels au peuple autochtone. Donc, la Cour suprême du Canada vient de trancher une affaire Dixon où on aurait pu se demander si on pouvait avoir une reconnaissance de l'autodétermination parce qu'on voulait appliquer la Charte canadienne des libertés à une Première Nation et qu'en l'appliquant, on aurait pu dire qu'on reconnaissait la Première Nation comme une autre strate de gouvernement, dans un fédéralisme à 3 niveaux, et ça aurait pu être une reconnaissance implicite d'une autodétermination. Alors, l'affaire est complexe et en plus, ça a donné lieu à trois points de vue différents dans la décision, donc je passerai sur la manière dont la Cour suprême du Canada a évité cette reconnaissance dans Dixon. La manière la plus évidente, c'est quand même que ce soit les droits eux-mêmes qui parviennent à une reconnaissance, disons pas à pas, angle par angle, de l'autodétermination. Et il me semble que des systèmes juridiques ont déjà exploré cette voie à partir du moment où il s'agit de droits collectifs autochtones, c'est-à-dire où ce sont les peuples ou les communautés autochtones qui sont les titulaires de droits. Les peuples autochtones ont donc avec le droit à la terre, c'est sans doute le plus prometteur. Il y a aussi les droits politiques, institutionnels, qui sont au cœur de la question de l'autonomie gouvernementale. La reconnaissance finalement aussi de tout pouvoir de contrainte dans le cadre de droits substantiels collectifs, par exemple un droit de chasse, un droit de pêche, un droit d'octroyer des services pour l'éducation de la jeunesse. Ça contient en germe une autonomie gouvernementale normative. Donc, à partir du moment où on reconnaît le pouvoir d'un groupe de s'autogérer dans l'exercice d'un droit collectif protégé, on peut reconnaître que c'est une forme d'autodétermination implicitement reconnue. On a pu parler aussi d'une sorte de droit-compétence qui permet de ne pas utiliser les termes du fédéralisme, mais en réalité, ça peut y faire penser. Alors, la jurisprudence de la Cour interaméricaine a déjà beaucoup été étudiée sur la question du droit de propriété, donc je ne vais pas y revenir ici, je pense que ça vous est relativement familier. Clairement, c'est une des voies les plus essentielles, puisqu'avec les droits fonciers des autochtones, on peut avoir d'autres droits, des droits économiques, des droits sociaux, des droits culturels, des droits environnementaux, et parce que ils sont susceptibles, ces droits, de ressembler finalement à de véritables compétences territoriales. Pour les peuples autochtones qui passent par la maîtrise collective des terres et dont il vient de démontrer toute l'importance pour les peuples autochtones. Il y a aussi d'autres droits qui peuvent être reconnus et comme préalable nécessaire pour
pouvoir penser à une autodétermination implicite, c'est certainement la capacité du groupe à se définir lui-même. Alors, qui est consacré en droit international, on peut citer l'article 33 de la déclaration onusienne, et qui est nécessaire pour qu'on puisse penser à ces droits à l'autodétermination implicite. Il faut que les droits collectifs puissent véritablement s'exercer par les peuples ou les communautés de manière autonome et donc de manière auto-identifiée, ce qui demande à garantir, par exemple, la question de l'appartenance aux groupes autochtones. Donc, est-ce que les groupes autochtones ont la maîtrise de qui appartient, qui fait partie du groupe, et qui demande aussi de s'intéresser à la représentation autonome de la part de ces peuples autochtones. Et on a des signes aussi dans certaines jurisprudences de la Cour interaméricaine ou encore en droit canadien qu'on a, ça peut être garanti au niveau des droits. Enfin, sur un dernier droit extrêmement important dont on a déjà parlé ensemble, c'est le droit des peuples autochtones de prendre part aux décisions qui affectent leurs droits, qui a bien été reconnu notamment par la Cour interaméricaine. Et c'est un élément qui me semble tout à fait essentiel avec, vous le savez, j'imagine, le droit à un consentement libre, éclairé, préalable et qui respecte l'organisation sociale et politique des peuples autochtones. Et c'est un droit qui est vraiment susceptible de contribuer à l'autodétermination. Quand c'est reconnu et qu'on en déduit une obligation à la charge des États de respecter ce consentement, avec toute la question de savoir si on n'a pas une dilution de ce principe-là vers une simple consultation. Il est clair pour moi que la consultation simple, même une consultation active, n'est pas susceptible de mettre en œuvre un droit à l'autodétermination, même implicite, même indirect, parce que alors la consultation, elle peut avoir des avantages, que je ne nie pas. Un dialogue, ça permet à l'État de comprendre, de contextualiser, de s'adapter, d'aménager. Donc ça peut permettre d'avancer, mais on peut pas dire que ça ne comporte aucune garantie pour les autochtones, les peuples, de prendre en main leur destinée. Donc on peut pas dire que c'est un droit qui peut être implicitement un droit à l'autodétermination. Donc, de manière générale, les droits humains et les droits collectifs des peuples autochtones sont susceptibles de comprendre cette part-là, à condition de garder l'autodétermination comme un moyen d'interpréter ces droits-là et de convaincre les systèmes juridiques qui n'ont pas choisi cette voie de le faire. Et j'ai par exemple en tête la Cour européenne des droits de l'homme qui n'a toujours pas franchi ce pas. Et évidemment, le droit international et notamment la déclaration onusienne peut utilement servir de guide interprétatif pour le faire. Et dans ce cas-là, on aurait une autodétermination par une accumulation de droits collectifs protégés en raison d'une autodétermination qui est pensée comme originaire pour les peuples autochtones et qui justifie que l'État respecte ses droits et avec une interprétation qui est tournée vers l'autodétermination des peuples pour qu'on ait une reconnaissance progressive mais implicite et parcellaire. Et dans cette même lignée, je voudrais explorer une voie encore plus innovante et plus indirecte aussi. C'est le cas où ce ne sont pas directement les peuples autochtones qui sont titulaires de droits, mais une entité naturelle, par exemple une rivière. Donc, c'est la deuxième hypothèse que je vous propose, c'est lorsque l'autodétermination est latente par les droits d'une entité naturelle. Ici, c'est potentiellement intéressant parce qu'en fait, on a les éléments clés d'une autodétermination. On a une dimension territoriale, on a une dimension institutionnelle et normative, et on a un ancrage dans une cosmologie autochtone. Alors, on connaît le cas du fleuve en Nouvelle-Zélande, Waganui, à la faveur du Te Awa Tupua, qui serait le cas d'une véritable rencontre juridiquement construite à la faveur d'une autonomie normative et gouvernementale autochtone. On a parlé du Code de l'environnement des provinces des îles Loyauté. Et au Québec, on a la rivière Macpie, Mutuekwa-Chipou, qui a fait l'objet d'une reconnaissance. Sauf que cette reconnaissance, alors on peut partir de la résolution du 18 janvier 2021 du Conseil des Inuits de Eku-Annualchit, qui est une simple résolution de nature donc simplement déclarative et qui, dans ses fondements, affirme clairement qu'il s'agit d'autodétermination. Je vous lis. Attendu que la reconnaissance des droits de la nature assure le respect du droit à l'autodétermination et au droit bioculturel de la Première Nation Innu de
elle détient un lien d'interdépendance entre les territoires, les cours d'eau, les écosystèmes qu'elle protège depuis des temps immémoriaux. Donc, ce qui fonde vraiment une partie de la reconnaissance de la personnalité juridique de la rivière, c'est l'autodétermination. Et dans cette résolution, le Conseil dit bien que cette résolution ne porte pas sur le processus de revendication territoriale globale qui, en fait, est laissé de côté et toujours revendiqué de leur part. L'intérêt aussi de cette résolution, c'est qu'il existe une résolution miroir en droit, disons, étatique par la municipalité régionale de comté du Ngani, qui ne se fonde pas exactement sur les mêmes raisons, mais qui reconnaît aussi la personnalité juridique de la rivière et des droits. C'est des raisons plus économiques, le tourisme, ou des raisons plus écologiques. Et elle affirme, parmi ces raisons, que la reconnaissance des droits de la nature dans un contexte de pluralisme juridique favorise la reconnaissance des traditions juridiques autochtones, etc. Donc, on n'a pas une reconnaissance de l'autodétermination qu'il y a derrière, mais du pluralisme juridique, donc ce qui est quand même très indirect de la part de la municipalité. Est-ce que ça suffit? Alors, on pourra en discuter. Pour moi, c'est pour l'instant trop audacieux de dire que c'est une reconnaissance implicite d'une autodétermination parce que la reconnaissance, elle est minimale et parce que l'institution, elle est embryonnaire puisqu'il n'y a pas de financement et la place surtout de l'État, le Québec et le fédéral, la cogestion, l'intendance, elle n'est pas organisée. Mais ça reste pour moi extrêmement intéressant parce que la rivière, dans ce cas-là, elle peut servir de valeur intrinsèque, elle peut servir de dénominateur commun entre finalement l'État et le peuple autochtone, la Première Nation en question. Et donc, en quelque sorte, grâce aux droits de la rivière elle-même, on arrive à avoir un appui territorial, à avoir des institutions à condition, et c'est mon gros problème, à condition que ces institutions permettent une véritable autogestion ici des INUS, qui n'est pas certain, puisqu'on a le risque ici que ça se fonde dans une structure administrative générale, globale, très étatique, et que là, on perd finalement en autogestion. Donc, en guise vraiment de conclusion, il y a tout un tas d'avantages et d'inconvénients à ces droits implicites à l'autodétermination. Alors, le grand inconvénient, c'est pour moi qu'il n'y a pas la dimension symbolique. On n'est pas sur refonder l'État, il n'y a pas de radicalité dans le sens où on ne prend pas le problème à la racine. Et c'est beaucoup plus aussi complexe. On ne se départe pas totalement de l'État. On est toujours dans un cadre étatique dont on essaie de le pousser le plus loin possible. L'avantage, c'est qu'on ne règle pas uniquement la question de l'autodétermination, mais des problèmes économiques, sociaux, très concrets par une autodétermination, une autonomie parcellaire délimitée. On règle des problèmes de la jeunesse, on règle des problèmes écologiques, et c'est en fait, on avance aussi sectoriellement, ce qui permet de ne pas attendre le grand soir de l'autodétermination totale, globale de la souveraineté. Et en mettant un petit peu de côté les questions théoriques de souveraineté, d'autodétermination, j'allais dire au singulier dans sa globalité, on a, à mon avis, plus de chances de convaincre les États les plus réfractaires, je pense à un particulier que je connais bien, et pour régler des problèmes en ayant en tête cette autodétermination et accepter de penser, de négocier, de construire des termes nouveaux de la coexistence avec finalement un droit des peuples autochtones ici qui a un droit vraiment de compromis finalement. Merci. Alors, ensuite, on a la présentation d'Emmanuel Bulin qui s'intitule « La souveraineté autochtone à la lumière du droit à l'autodétermination », proposition de définition. Donc, Emmanuel est doctorant à l'Université Lyon 2, spécialisée en droit constitutionnel comparé. Et ses recherches portent sur les techniques et modalités de reconnaissance par l'État de l'autonomie autochtone, en particulier de l'autonomie gouvernementale. Et sa thèse vise à déterminer les effets de l'autodétermination autochtone sur les modèles et pratiques constitutionnelles dans le contexte de l'État moderne. Donc, tu avais 10 à 15 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, l'expression souveraineté autochtone tire sa source d'un constat simple. La colonisation s'étant fondée sur des doctrines illégitimes, elle n'a pas pu mettre fin aux structures institutionnelles qui lui préexistaient et dès lors n'a pas supprimé la souveraineté dont les peuples jouissaient avant elle. De ce fait, la souveraineté étatique établie sur ces bases coloniales cohabite avec une ou plusieurs souverainetés autochtones qui, puisqu'elles n'ont jamais été supprimées, persistent.
La souveraineté autochtone, si l'on reprend les propos de Federico Lanzerini, mais qui, auprès de tu citais tout à l'heure, dit la même chose, la souveraineté autochtone comprend le droit de propriété sur les terres traditionnelles, le droit de préserver l'identité et la culture, les droits de participation au processus de prise de décision, en particulier dans les domaines liés à la culture et à la vie, et le droit à l'autogouvernance. À première vue, il existe donc des différences fondamentales entre la souveraineté autochtone, comprise comme cela, et la souveraineté étatique. Cette dernière recouvre plusieurs significations en droit constitutionnel et droit international public. J'en ai sélectionné uniquement 3 pour le temps imparti. La souveraineté nationale, qui se réfère aux institutions de l'autorité publique au sein de l'État et à l'intensité du contrôle exercé par ceux qui détiennent l'autorité. C'est ce qu'on appelle le pan interne de la souveraineté étatique. En lien avec celle-ci, la souveraineté westphalienne renvoie à l'interdiction pour les acteurs étrangers d'intervenir dans l'organisation de l'autorité nationale d'un État, et la souveraineté internationale, qui fait référence à la construction du statut d'État dans le droit international et qui renvoie à sa capacité d'agir au-delà de ses sphères territoriales. C'est ce qu'on appelle le pan externe de la souveraineté. En règle générale, la notion de souveraineté s'articule donc autour de la structure étatique et le contrôle qu'il exerce légitimement sur un espace, un territoire. Cette souveraineté a été imaginée comme indivisible, comme un pouvoir absolu qui ne peut ni se partager ni souffrir de concurrence. Il s'agit de la puissance absolue et perpétuelle, selon les mots de Jean Bodin, et qui signifie que quiconque détient du pouvoir ne le détient que d'elle. L'idée résumée par Paul Labande, selon laquelle la souveraineté est une qualité d'un caractère absolu qui n'admet ni augmentation ni diminution, qui est ou n'est pas, est encore très présente aujourd'hui dans l'esprit des juristes occidentaux qui peinent à comprendre et à réceptionner les discours affirmant la persistance de la souveraineté autochtone dans nos systèmes contemporains. Cette vision absolutiste de la souveraineté étatique semble en effet faire obstacle à toute possibilité d'admettre la souveraineté des peuples autochtones, puisque celle-ci serait mise en concurrence avec la souveraineté étatique. La majorité des institutions étatiques rejettent donc tout discours en ce sens, mais on peut quand même trouver quelques exemples d'États qui ont reconnu la souveraineté autochtone, comme les États-Unis d'Amérique, la France pour la Nouvelle-Calédonie, ou encore la Nouvelle-Zélande, pour ne citer que ces 3 exemples. Ces reconnaissances sont explicites, mais limitées dans leur objet, car aucun de ces États n'admet l'absolutisme de la souveraineté autochtone. Elle est toujours affublée d'un qualificatif qui vient immédiatement réduire la portée de telles affirmations. Elle est donc dépendante aux États-Unis, partagée en Nouvelle-Calédonie, ou tout simplement différente en Nouvelle-Zélande. Pour Federico Lanzerini, la souveraineté autochtone est parallèle à celle de l'État, et son application ne doit en aucun cas traverser ou dépasser la souveraineté territoriale suprême de l'État. Il appartient donc aux États d'aménager une place d'expression et d'exercice de cette souveraineté concurrente au sein des institutions et d'intégrer les compétences autochtones à la répartition des pouvoirs. Cela est aujourd'hui, depuis les années 90 à peu près, mis en œuvre par la reconnaissance de droits spécifiques pour les peuples autochtones en matière d'autonomie, afin qu'elles puissent choisir pour elles-mêmes et selon leur propre mode, et des droits de participation, afin d'aménager l'interdépendance et la coexistence des autorités légitimes. Autonomie et participation, on retrouve ici les 2 pans de l'autodétermination interne reconnus aux peuples autochtones par les instruments du droit international, même si je rejoins vos remarques. Depuis quelques décennies, donc, les mécanismes mis en place par les États semblent suivre l'impératif, notamment consacré par l'article 3 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, de leur permettre d'accéder à l'autodétermination. Celle-ci est le droit reconnu à tous les peuples et consacré par la Charte des Nations Unies à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire le droit qu'a un peuple de se développer économiquement, socialement et culturellement et de déterminer son statut politique. Ce droit implique donc que soient aménagés des droits spécifiques d'autonomie, gouvernementale, juridictionnelle et de gestion, ainsi que des droits de participation dans les processus décisionnels étatiques, à minima pour les affaires qui les concernent. Si l'on considère que l'autodétermination interne reconnue au peuple autochtone est l'expression contemporaine de leur souveraineté inhérente et continue dans le contexte étatique, ces applications peuvent permettre de définir ce que signifie l'expression souveraineté autochtone. Comme toute analogie, celle que je vous présente aujourd'hui est nécessairement imparfaite, puisqu'il ne s'agit que d'un compromis, la solution privilégiée par les États à la concurrence des souverainetés sur un même territoire. Elle est donc largement insatisfaisante en tant qu'elle répond au canon de la doctrine étatique et ne correspond pas et ne correspondra jamais
à la souveraineté précoloniale dont disposaient les peuples autochtones avant la colonisation. Cette contribution est donc statocentrée, elle vise seulement à éclairer ce que l'on peut entendre par souveraineté étatique dans les contextes étatiques contemporains. Dans un premier temps, il s'agira d'identifier les différences qui existent entre le pan autonomiste de l'autodétermination et le pan interne de la souveraineté, et dans un second temps, de déterminer si le pan participationniste de l'autodétermination peut correspondre ou non au pan externe de la souveraineté. Donc, l'autonomie comme pan interne de la souveraineté autochtone. Le pan interne de la souveraineté étatique correspond au lien que l'État entretient avec son territoire et sa population. Il renvoie à la puissance de commander et de se faire obéir par la population qui est présente sur le territoire. Le parallèle avec le pan autonomiste de l'autodétermination est ici assez facile, puisqu'il comprend d'une part une autonomie normative qui doit permettre aux peuples autochtones de maintenir ou faire renaître leurs propres institutions et d'adopter des normes conformes à leurs besoins et à leurs aspirations, et d'autre part, il renvoie à la capacité des communautés de faire appliquer et respecter les normes adoptées, donc à des compétences exécutives, administratives et juridictionnelles. Aux États-Unis, par exemple, on retrouve une autonomie très étendue qui comprend des compétences d'édiction de normes constitutionnelles, législatives et réglementaires, mais également des compétences juridictionnelles importantes. Le principe est résumé par Jane Smith de la manière suivante. Les tribus indiennes sont des entités quasi souveraines qui jouissent de tous les pouvoirs souverains qui n'ont pas été confisqués par le Congrès ou qui ne sont pas incompatibles avec la dépendance des tribus à l'égard des États-Unis. On trouve cette souveraineté dépendante. L'exercice des compétences est garanti par la jurisprudence constante de la Cour suprême qui le protège en renvoyant directement et explicitement à la souveraineté autochtone. C'est ainsi cette dernière qui vient justifier que les compétences classiquement détenues par les États fédérés ou l'échelon fédéral soient écartées en faveur des compétences autochtones. Pour autant, le statut particulier de cette souveraineté autochtone dépendante a induit des limitations substantielles à l'autonomie qui en découle. Ainsi, non seulement l'échelon fédéral a conservé un certain nombre de compétences normatives, notamment en matière pénale, mais plus encore, le Congrès a pleine compétence pour modifier, altérer, voire abroger toutes les dispositions et stipulations qui organisent cette autonomie. C'est donc un véritable droit d'ingérence dans la gouvernance autochtone qui est reconnu aux institutions étatiques, en contradiction avec l'idée portée par la vision westphalienne de la souveraineté. Se pose aussi la question de la soumission aux normes autochtones des non-membres des communautés autochtones. En effet, l'une des caractéristiques d'un État souverain est le contrôle qu'il dispose sur un territoire donné de toute la population qui s'y trouve. C'est le principe de territorialité des lois. Or, aux États-Unis, les communautés autochtones n'ont en principe aucun pouvoir à l'égard des non-membres. Certes, il existe un nombre croissant d'exceptions à cet égard, mais celles-ci sont donc les exceptions au principe de non-territorialité des lois autochtones. Il est donc possible de rapprocher le pan autonomiste de l'autodétermination du pan interne de la souveraineté, puisque les deux objets correspondent, renvoyant tous deux aux compétences normatives, exécutives et juridictionnelles. En revanche, l'analogie trouve ses limites sur les restrictions, parfois très importantes à ces compétences, et à l'absence de principe de territorialité. Deuxième temps de la réflexion, la participation comme pan externe de la souveraineté autochtone. Le pan externe de la souveraineté étatique met en exergue l'État sur la scène internationale, renvoyant à sa capacité d'agir au-delà de sa sphère territoriale avec des entités placées sur un rang d'égalité et qui le reconnaissent comme doté de la capacité de représentation de sa communauté. À ce titre, l'État peut prendre des engagements internationaux qui pourront être contraignants dans l'exercice ultérieur de sa souveraineté, par exemple en décidant de rejoindre une organisation internationale, en transférant certaines de ses compétences ou en se soumettant à des normes conventionnelles qui viendront limiter ses compétences futures. De nouveau, une analogie peut être tirée assez facilement avec la capacité des peuples autochtones à agir au-delà de leur sphère territoriale, par exemple lorsqu'ils négocient avec le pouvoir étatique. La reconnaissance de cette capacité n'est pas récente, puisque les relations établies très tôt dans l'histoire coloniale ont été faites par traité. Cette pratique, les traités diffèrent fortement d'un État à l'autre. Certains ont négocié un très grand nombre d'accords, comme aux États-Unis d'Amérique, où on en dénombre presque 400, qui sont encore aujourd'hui contraignants, et d'autres États qui ont privilégié un nombre restreint d'ententes de ce type, comme la Nouvelle-Zélande, où le traité de Waitangi est unique en son genre. Ces traités démontrent avant toute chose la capacité de représentation des leaders autochtones de leur communauté
et l'acceptation par les États qu'ils puissent négocier et décider pour elles, notamment de limitation de leurs compétences normatives. Il y a donc une reconnaissance de la capacité pour les peuples autochtones d'agir au-delà de leur sphère territoriale, avec des entités qui ne sont sans doute pas placées sur un rang d'égalité politique à proprement dit, mais un rang d'égalité juridique certain, puisqu'elles seront toutes soumises aux stipulations adoptées. L'entité étatique, lorsqu'elle s'engage dans un processus de négociation de traité, reconnaît ainsi les leaders autochtones comme dotés de la capacité de représentation au nom de leur peuple. Ils représentent la communauté autochtone, tout comme les représentants de l'État représentent la communauté nationale, et peuvent donc décider pour elles de limiter leurs capacités normatives futures en prenant des engagements quasi ou pseudo-internationaux qui seront contraignants dans l'exercice ultérieur de leur souveraineté. De plus, le pan participationniste de l'autodétermination contient des droits de participation au processus décisionnel étatique, à minima donc sur les questions qui les concernent ou qui pourraient avoir des conséquences sur leur identité, leur mode de vie, etc. Encore une fois, les exemples de mécanismes de participation diffèrent d'un État à l'autre. On trouve des sièges réservés au Parlement et dans des conseils locaux, des conseils consultatifs, des droits de consultation ou de consentement à divers projets en fonction des systèmes normatifs étatiques. Ces droits de participation démontrent une nouvelle fois la capacité des peuples autochtones d'agir au-delà de leur sphère territoriale et de représenter leur communauté pour le présent comme pour l'avenir. En conclusion, la professeure Diane Otto définit la souveraineté autochtone comme le pouvoir des communautés autochtones de s'imaginer, d'être créatrices d'elles-mêmes en tant que sujet plutôt qu'en tant qu'objet de la loi et de l'histoire. Elle permet de reconceptualiser les identités autochtones en tant que porteurs de droits, d'obligations et d'une nation unique, en tant qu'agents de leur propre destin. L'exercice de la souveraineté autochtone suit aujourd'hui les principes de l'autodétermination interne, qui est donc pensé à l'intérieur de l'État et qui ne peut s'exprimer qu'en lien avec ce dernier et dans son cadre constitutionnel. De ce fait, il comporte des limitations importantes, mais ce seul constat ne peut mener à la négation de l'existence de la souveraineté autochtone, dès lors que les restrictions sont aussi induites à l'égard du pouvoir étatique et que ce dernier ne niera jamais l'existence de sa propre souveraineté. Reconnaître aux peuples autochtones des compétences d'autonomie de gouvernement inhérentes, car fondées sur leur souveraineté originaire, implique nécessairement le recul de la capacité normative de l'État. Ce dernier se déclare incompétent, ou alors compétent de manière subsidiaire seulement, à l'égard d'une partie de sa population et sur un certain nombre de domaines. Si la souveraineté autochtone dans son plan interne est donc limitée, il en reste que la souveraineté étatique interne est elle aussi restreinte. La concurrence des souverainetés sur un même espace oblige leurs titulaires à s'entendre sur les modalités de la coexistence et donc à admettre chacun des sphères d'incompétence et des moyens de rencontre. Si la souveraineté étatique limite depuis la colonisation les applications de la souveraineté autochtone, l'inverse est donc aussi vrai, la souveraineté autochtone interne limite de facto et de jure la souveraineté étatique, obligeant donc la pensée juridique étatique à revoir sa vision absolutiste de sa propre souveraineté. Qui est donc professeur de droit constitutionnel à l'université de Gérone, au Gérone. Merci beaucoup. Et d'abord, I will start with presentation of religion. So I like it, really enjoy it. And I think all the presentations, not only yours, in my point of view, have one central or main aspect or point is the strategic question. I mean, when we are talking about indigenous peoples and rights, and really we are talking, or I think we have to talk about the strategic question, because this is always in social movements, struggles, always. But I think it's especially on indigenous people, because indigenous peoples are always confronting the idea of state, and then they have to choose if they use or not, or how they choose or they not choose the legal tools of the state. Then I think always our perspective have to be a strategic perspective. Try to
go with the indigenous peoples in their strategic choices. And I think all of the presentation have this question inside. For sure, yours, Bridget, because the question about if it's important, even today in 2024, talking even about land rights. This is a question for one, like 100 years ago or more than 100 years ago, and we even are talking about land rights and not territory rights and not self-determination. And I think, yes, and I think in your presentation, you're totally in the middle. We have to talk about the land rights. But how we talk about the land rights? Because we want to change the concept of land, of the notion of land, not only for us, for all the society, for all over the world. Right? At the end of your presentation, you say this will be the consequences if we are moving to this conception. But also my question is just like a consideration, general consideration. But my concrete question is on, okay, in your case or in your context, in the strategic question, you prefer not to talk about self-determination at all, not to talk at all about territorial rights, and just focus on land rights, or you are like combining depending on the context, the sphere, the moment. You are combining this perspective. That's no. Now we have to talk only about the land rights and trying to move the land rights concept of the notion and the content of this right to our perspective, to move the state to our perspective. This is my general question. I will put only general questions in the floor, and I think it's for me it's better just to open the floor and then to share the space to other presentations. Aurélie, d'accord. Merci. C'est vraiment intéressant la perspective, aussi parce que c'est en stratégique, c'est les changements pour renforcer pratiquement les droits de l'autodétermination. Pas seulement théoriquement, mais en justiciable, un droit d'opposition. Et spécialement à cette deuxième hypothèse innovative, je trouve vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses à voir avec des choses que je pense. Par exemple, hier, j'ai participé en session et j'ai combiné plus ou moins idées pareilles. Donc, pas de la même perspective, mais pareil. Mais peut-être que la question aussi, cette deuxième hypothèse, c'est que, d'accord, si nous faire la propos de Berce à travers la connaissance de la nature, de l'entité naturelle comme un sujet de droit. Mais le problème, c'est que cette nouveau propos, il n'y a pas un ordonnement international, il n'y a pas une régulation internationale, il n'y a pas, sauf à l'Équateur, mais c'est trop général, non, l'idée des droits de la nature, mais en général, il n'y a pas une régulation constitutionnelle. Alors, nous avons seulement des régulations légales, sur les plans infraconstitutionnels, ou travers les résolutions judiciaires. Et je crois que la question, c'est nous devons construire les contenus de cette loi. C'est comme un contenu
avant les lois. Parce que sinon, les lois, ils construisent le contenu de ce que c'est à la personnalité juridique de cette entité naturelle en ce contexte. Qu'est-ce que nous pouvons opposer juridiquement à ce concept de la loi? C'est possible de construire juridiquement, mais très loi pour discuter avec la loi, pour discuter avec les politiques. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le minimum des droits de la nature, des droits des naturels? Parce que si nous n'avons pas un concept, si nous n'avons pas un contenu minimum, c'est comme un contenu constitutionnel, un contenu de droit, pas humain, mais de droit international, alors c'est les choses de la sphère politique, de la sphère du conflit, et pas beaucoup. C'est possible d'avoir cet contenu minimum. À cet contenu minimum, nous avons cette liaison avec l'autodétermination, cette liaison avec nécessairement en gouvernance ou en co-gestion où les peuples autochtones ont un lieu central à la décision, comme un pré-concept, pré-notion. Parce que sinon, c'est les politiques, d'accord, c'est bon aussi, d'accord. Nous trouverons à la lutte politique, d'accord. Mais il faut penser aussi juridiquement un concept de droit sur la conséquence de la reconnaissance de la personnalité juridique de l'entité. Vraiment, merci beaucoup pour la présentation. Je viens de Lyon 2. Je peux participer à un air programme international. J'adore Lyon 2. Alors, j'ai un problème, et c'est la question générale, avec l'utilisation des concepts de la souveraineté. C'est pour ma première question générale. Parce que je crois que c'est un concept dangereux, c'est un concept qui représente la domination, qui justifie, qui légitime la domination de l'État. Finalement, la souveraineté nous porte à l'idée de rationalité. Et c'est un concept nécessairement formel, nécessairement artificiel. Et c'est très loin, par exemple, de la perspective. C'est l'équivalent à l'idée de l'autonomie libérale. Dans les projets libéraux, l'autonomie de l'individu et la souveraineté de l'État. Et rien plus. Et traverser ce concept avec l'idée de souveraineté compartie, ou souveraineté plurielle, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça. Je crois, par exemple, la perspective féministe, c'est clair avec ça, avec l'idée de l'autonomie individuelle. Nous avons de créer nos concepts, aussi les concepts juridiques et politiques, avec l'idée de la vulnérabilité et avec l'idée de l'interdépendance pour l'individu. Je crois que c'est les mêmes pour les espaces collectifs, même pour l'État. L'État, c'est pas souverain. Pas. Alors, si nous continuons avec l'utilisation de ce concept, je comprends l'idée et l'objectif. Mais je ne suis pas sûr que c'est le champ. Et je vais les questions aussi. Finalement, pour Isabelle, merci. Merci. Parce que avec une concrète question, avec les questions criminelles et pénales, et à l'Espagne, nous n'utilisons pas la différence entre criminel ou pénal. Pour nous, c'est le même. Alors, je ne sais pas si je comprends vraiment la différence, mais ce n'est pas important. Mais c'est aussi la question centrale de l'État. L'essence de l'État,
ça traduit avec la question criminelle, avec la question pénale. C'est comme, nous sommes l'État, nous avons le contrôle de l'instrument de criminel, de la criminalité. Et aussi, je mets seulement la question, il n'y a pas de reconnaissance de quelque chose de pluralité légale, pluralité juridique, dans les questions criminelles ou dans d'autres questions. Parce qu'en ton présentation, c'est comme il y a seulement la possibilité de l'adaptation culturelle. C'est une idée de le monde, le multicultural liberalisme, non, la tolérance. Mais tu as parlé pas, ou je n'ai entendu pas, que tu as étudié s'il y a quelques formes de reconnaissance de la pluralité normative ou légale vers quel niveau, d'accord? Parce que je crois qu'en tous les systèmes, maintenant, il y a quelque chose de reconnaissance de la pluralité, mais sous un contrôle, sous beaucoup de limites matérielles, subjectives, territoriales, mais il y a quelque chose de reconnaissance. Mais la présentation que tu nous as fait, j'ai vu son nom, non? En fait, nous avons un autre ordre culturel de faire les solutions de conflits collectifs vers les formes statiques coloniales. Il n'y a pas quelque chose de reconnaissance, est-ce qu'il y a? Ok, c'est ça comme question générale pour les débats. Non, c'est bon. Thank you for the question and the comments. So with the land, when we talk about the land, it automatically comes self-determination, land and territory, and the natural resources that lies within it. And so going through the land lens for asserting the right to self-determination is the way forward in a way that, how to say, so there is like full autonomy that a lot of states would not agree, but according to Andre, we are allowed to work within the system of governance system of the state and assert that we have some sort of autonomy over the land. So that's the framework that indigenous people are using. And there's a biodiversity, climate change, all these, how to say, global crises that we're experiencing, that indigenous land and territories where we live, the biodiversity is still intact. The level of deforestation in our territories is much less compared to territories where non-indigenous peoples live. So that's the framework, that's the, how to say, argument indigenous people are using to claim self-determination. And yeah, if we have land, everything falls within that land. Everything grows, like governance system, our food, all these things. So we cannot separate, in my opinion, self-determination and legal title to the land. So I don't know. Merci. Alors moi, ce que je trouve intéressant avec ces reconnaissances, pseudo-reconnaissances, puisque je suis pas encore certaine qu'il y ait une vraie reconnaissance pour le cas que j'ai étudié, c'est que justement ça part, c'est from the ground. On n'a pas un cadre constitutionnel ou légal qui permet cette reconnaissance, donc c'est pour ça que j'ai un doute, c'est en émergence. Donc, j'attends de voir s'il y a des conflits, si on arrive devant une juridiction, quelle va être la manière de penser. Je pense qu'on peut se raccrocher à des dispositions constitutionnelles qui sont suffisamment larges pour permettre, si on veut ouvrir, l'obstacle, pour moi, il n'est pas textuel dans la Constitution canadienne. On peut trouver des moyens. Je préfère que ça parte
d'une institutionnalisation concrète, qu'on parle d'une rivière, de tel peuple, de telle communauté, de telle municipalité qui, ensemble, essaie de construire et de voir ensuite quelle va être la reconnaissance, parce que j'ai l'impression que il y a en certains droits constitutionnels ont eu des belles, on en a parlé notamment en Amérique latine, de belles paroles, une belle disposition, mais que sur le terrain, il n'y a pas d'effectivité. Donc, et je pense qu'il faut partir pour avoir ces notions de ce qui se fait concrètement, parce que sinon, on décorrèle finalement le droit de ce qui se passe réellement. Donc, je préfère une approche bottom-up que quitte à se raccrocher ensuite à un cadre, mais c'est un cadre disruptif, vraiment. Moi, j'ai des collègues privatistes à qui on parle de ça et dire, mais non, il y a l'endroit romain, il y a les humains, il y a les choses, et de toute façon, on veut cette troisième catégorie, elle est pour quoi faire. Donc, mais ça commence à s'ouvrir, mais sans forcément qu'il y ait derrière une question d'autodétermination. Et ce que je trouve intéressant, c'est de dire, oui, alors quand vous commencez à réfléchir à une personnalité juridique de l'animal, etc., on ne parle pas du tout de la même chose. Il n'y a pas d'institution humaine derrière pour créer quelque chose, de nouvelles relations entre humains. Et c'est ça que je trouve vraiment passionnant avec cette proposition, qu'il faut continuer de faire vivre pour qu'on ait les moyens de le raccrocher à du droit constitutionnel. Mais je pense que par exemple dans le droit canadien, le raccrocher à un droit ancestral, ça, comme un exercice d'un droit ancestral sur le territoire, c'est pas, ça peut se faire à partir du moment où on a ouvert la porte et qu'on le fait finalement. Donc je pense qu'il faut partir au contraire du sol, de la terre, et remonter plutôt que de faire de belles dispositions, enfin plus ou moins, et que c'est pas d'effectivité. Mais clairement, il peut y avoir des blocages, et si on n'ouvre pas avant conceptuellement, il faut l'ouvrir, je pense, surtout aux juridictions, puisque c'est elles qui vont interpréter les textes, mais les textes sont quand même souvent assez larges. Donc, il y a, même en France, avec la charte de l'environnement, s'il y avait une ouverture dans l'esprit, on pourrait se raccrocher à des choses pour permettre ça. Merci. Merci beaucoup. Je vous rejoins. Je suis pas très convaincue non plus. Ce que je dis depuis que je suis arrivée à peu près ici. Le concept de souveraineté, c'est une belle idée. On en a besoin. Il faut se raccrocher. Je pense, du point de vue étatique, du moins la souveraineté étatique, elle est nécessaire dans l'idée de la construction du mythe juridique, mais aujourd'hui, on voit bien que les définitions bougent énormément. Je me suis rattachée aux anciennes définitions, parce que je reprends sur Jean Gaudin. Les définitions actuelles sont un peu différentes quand même. Et sur la souveraineté autochtone, elle est à la fois rejetée par un certain nombre d'autochtones qui ne veulent pas en entendre parler, en disant c'est juste de la reproduction des théories coloniales, donc on participe à l'assujettissement et à l'assimilation en l'utilisant. Et d'autres, à l'inverse, vont faire des déclarations et des proclamations de leur souveraineté. Et donc, je trouvais ça assez intéressant, quand même, d'essayer de comprendre. En fait, l'idée de cette intervention, elle est venue d'une des discussions que j'ai eues avec l'une de mes directrices de thèse, qui n'a aucun problème à comprendre l'autodétermination et qui n'a aucun problème à saisir l'importance de reconnaître l'autodétermination, mais dès qu'on parle de souveraineté autochtone, c'est terminé. Donc l'idée, c'est venu de là, parce que quand on lit un peu les auteurs qui, eux, défendent le concept de souveraineté autochtone, l'analogie avec le droit à l'autodétermination, ce qu'on peut lire sur l'autodétermination, évidente. Donc c'était une proposition de définition pour des juristes romano-germaniques très centrés positivisme et souveraineté étatique de ce que cette expression répond, et pour éviter juste un rejet par peur et de mauvaise compréhension de ce qu'est l'expression souveraineté autochtone, qui est essentiellement militante, mais aux États-Unis, c'est vraiment aussi le fondement des compétences normatives, et je trouve ça assez intéressant quand même de Oui, donc merci pour les questions. Je les ai séparées en trois questions. Donc, la deuxième et la troisième sont traitées en fait dans l'introduction pour mes recherches, donc je reviendrai
après, mais je les avais pas mentionnés, là, faute de temps pour me concentrer sur l'essentiel. Mais pour commencer par la première question qui rend la distinction, au Québec, au Canada, il y a une distinction entre criminel et pénal. Pour nous, puis en fait, il y a la distinction aussi civile, common law, le fédéralisme et tout et tout. Et donc, le droit criminel est applicable uniformément coast to coast au Canada et est en vertu du code criminel, juridiction fédérale, alors que le droit pénal est de juridiction provinciale. On parle de tout ce qui est règlement, donc la chasse, la pêche, l'environnement, la sécurité routière, le tabac, etc. Et c'est des sentences qui sont pécuniaires habituellement pour ce type de crime. Donc, votre question semblait viser un peu la différence entre les deux. Donc, c'est la différence entre le criminel et le pénal sur le territoire canadien. Et en territoire inuit, en fait, il n'y a pas de droit pénal. Le Code de la sécurité routière ne s'applique pas sur le territoire. La nation inuit a des droits spécifiques au regard de l'environnement, a des droits spécifiques au regard de la pêche et de la chasse. En fait, c'est un droit ancestral, donc ils ont accès à la chasse, à la pêche de par leurs droits ancestraux. Donc, tout ce qui est pénal, il n'y en a pas sur le territoire. Donc, c'est la raison pour laquelle souvent vous m'entendez référer au droit criminel qui a affaire vraiment au crime du code criminel. Je ne sais pas si ça faisait le tour pour cette question, hein. Merci, ouais. Et bon, pour la pluralité légale, le pluralisme juridique, en fait, effectivement, c'est défini en introduction. Pour moi, je pars avec l'idée que le pluralisme juridique, de toute façon, est une thèse qui est défendue par de nombreux auteurs et qui est possible, mais il n'y a pas de reconnaissance de la pluralité juridique entre le système étatique et le système inuit présentement. Donc ça n'existe pas. Mais je pars avec la prémisse que, effectivement, je me base sur le pluralisme juridique lorsque j'avance l'idée de cette autodétermination-là. Mais pour votre sous-question, en fait, au Québec, il y a reconnaissance de l'adoption autochtone, par exemple. Donc, c'est un petit point du pluralisme juridique qui est effectif au Québec et c'est pas mal le seul présentement, là, la seule reconnaissance. Sinon, il y a des ententes qui ont été faites avec certaines nations pour traiter certains crimes, mais souvent on parle encore des crimes pénaux, là, donc tout ce qui va être sur le tabac ou à la limite, ça va être une entente qui vont traiter les infractions sommaires en vertu du code criminel. Donc, c'est pas vraiment un pluralisme juridique dans le sens où il applique la loi de l'État, mais dans des institutions davantage local, organisé dans la communauté. Donc, il y a vraiment juste cette petite partie-là pour le pluralisme. Et pour la troisième question, en fait, qui visait, de ce que j'en comprends, l'adaptation culturelle. En fait, l'adaptation culturelle, c'est pas mon approche et c'est pas du tout l'approche que je préconise, c'est simplement l'approche qui est préconisée par les gouvernements et fédéraux et provinciaux, quoique le gouvernement fédéral semble être ouvert à négocier pas mal ces temps-ci, mais c'est vraiment l'approche qui est gouvernementale, donc j'ai vraiment utilisé les termes qui sont utilisés là, lorsque les gens parlent de cette approche-là des modifications effectuées. Je ne sais pas si ça éclaircit peut-être les questions. Non, vraiment, merci, Sabine. Merci. De rien. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Zéra? Brièvement. Non, juste une remarque pour Brigitte, on va parler en français. Je vraiment trouvé très intéressant notamment le fait de s'intéresser sur porter les victoires qui ont été remportées, mais aussi de l'intérêt plus global de ces victoires. Voilà, et moi, c'est vraiment mon cadre, mon approche privilégiée, c'est défendre le droit des peuples autochtones, c'est intéressant pour les autochtones, c'est intéressant aussi pour le monde entier. Voilà, et c'est toujours la fameuse phrase de Milton Mitchell, quand les peuples autochtones gagnent, le monde entier est gagnant. Je me retrouve vraiment là-dedans. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et après, c'est une question juste globale, mais de stratégie, parce que c'est le thème du panel. Est-ce que, en fait, compte, on a intérêt à avoir à la fois d'un côté des propositions révolutionnaires, là, où on est prêt à retourner la table, les autochtones peuvent devenir indépendants. Est-ce qu'on a intérêt à avoir cette question pour que les propositions plus modérées hein, aient des chances finalement de passer? Et des fois, on a un peu cette impression, c'est que enfin, moi, c'est un peu l'expérience que j'ai faite, c'est que j'étais sur un sujet au premier abord, les universitaires français qui pouvaient voir, ils disaient, mais fouilles, ça va être la fin de l'État, ça va être la division. Et puis, ils m'ont lu, mais bon,
ah, finalement, ça va, c'est raisonnable. Et au fond, il y a peut-être un intérêt quand même stratégique comme cela, et je pense que en fait, nous tous, on peut avoir des prismes d'approche plus ou moins radicaux, mais en fait, ça, je pense que ça fait que du coup, on arrive à avancer. Et je ne suis pas un expert des négociations qu'il peut y avoir sur la déclaration de Nations sur les femmes autochtones, mais il me semble qu'il y a eu des propositions plus révolutionnaires au projet initial, et à la fin, le projet est arrivé quand même plutôt pas mal. Quand même. Ça, c'est une réaction. Si quelqu'un veut réagir, je laisse. C'est une question de curiosité. Peut-être que vous savez comment on dit en langue nimi, justice ou résolution de conflit. Est-ce que la traduction de justice, ce serait quelque chose comme résolution de conflit, régulation sociale? Parce que, enfin, pour ce que je connais en Colombie, dans la langue, par exemple, Mazajure, pour traduire justice, finalement, quand on se rend compte de l'équivalence, le terme utilisé pour ce qu'on appelle une justice, ça renvoierait plutôt à une idée d'harmonie, harmonisation. Alors, quelle serait un petit peu l'équivalence? Et en fait, je pose la question parce que quand on veut parler de comparaisons juridiques, parfois c'est très difficile de comparer en fait ce qui se passe dans les termes qu'on utilise nous pour essayer de comprendre une juridicité et une justice autochtone. Et rien que pour l'idée de reconnaissance de droits de la nature dans beaucoup de systèmes de normativité autochtone, ça n'existe pas en fait. Cette idée de droit de la nature. Et dans ce que je connais aussi dans les populations autochtones en Colombie, souvent, on ne reconnaît pas des droits, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, même si les mouvements les utilisent les droits de la nature, tels que c'est reconnu en droit ordinaire majoritaire, pour ensuite accéder à leurs droits. Mais par exemple, la terre, ce serait plus la Constitution, si on doit comparer, faire des équivalences. C'est plus une source de droit qu'un objet. Pour donner une idée de ces problèmes de comparaison. Et pour rejoindre un petit peu votre question, sur le pluralisme juridique, vous avez déjà un petit peu répondu. S'il n'y a pas de reconnaissance du pluralisme judiciaire et d'organisation formalisée, protocolisée, etc., est-ce qu'il y a quand même des pratiques de justice interculturelle? Par exemple, vous avez dit qu'il y avait des ententes sur certains crimes en droit pénal. Et est-ce qu'il y a, sans cette formalisation, ce genre d'espace qui serait intéressant de regarder? D'autres questions? Ouais. Moi, j'avais une question par rapport à la présentation droit de la nature et droit à l'exclusivité, où je me demandais si, du coup, tu voyais en fonction, les droits de la nature en fonction des reconnaissances qui sont faites dans différents contextes et différents pays, ont des formes différentes au niveau notamment de l'implémentation et dans quelle mesure aussi les communautés sont impliquées et comment elles sont impliquées dans cette implémentation des droits de la nature. Et du coup, je me demandais si, en fonction de ces différentes possibles figures, il n'y avait pas une différence au niveau aussi du propos de dire il y a peut-être là un droit à l'autodétermination. Au sens où moi j'ai vu des cas où au final ça se retourne complètement pour les communautés. Et du coup, notre livre, ils se font déplacer parce que la nature est un être vivant et du coup, on peut pécher. Ce qui est différent avec le droit bioculturel, que tu as mentionné un moment. Et donc, je me demandais un peu comment, dans ce propos-là, tu manages un peu ces différentes figures. Voilà, merci. Et une dernière? Un comentario sobre la naturaleza, los derechos de la naturaleza, el contenido, como dice el profesor Marco. Hay bastante literatura y muchos casos, y yo creo que sería bien tener la mirada también de los autóctonos, porque ellos pueden ayudar con el contenido. Por ejemplo, a Ecuador hay muchas comunidades que han hecho propuestas al Estado desde 2010 desde adelante, porque la Constitución conoce y proponen toda su organización, pero es el Estado que dice no. Como decir que es el contenido lo tenemos, y hay bastante literatura también occidental. Yo también he escrito sobre esto, qué figuras podemos utilizar. Y solo esto un comentario súper interesante la relación. Y a Isabel, sobre esta cosa del pluralismo,
porque efectivamente me parece raro, perdono, porque hay una normativa internacional, puede ser que el Estado no es firmante, no sé, no bien firmó, está, no sé, y porque en otros estados hay bastante conflictos entre la justicia, decimos, ancestral y la ordinaria. Es un tema de investigación. Yo también lo investigué. Hay conflictos de jurisdicciones, así que no sé, me parece raro que no haya comunicación, pero sí, una normativa internacional a ver si el Estado es firmante o es firmante, no sé. Y de ahí investigar. Des réponses très conciliées. Alors, sur la stratégie, demander plus pour obtenir moins, c'est un grand classique des luttes politiques. Après, oui, évidemment. Après, c'est notre position, enfin, en tout cas la mienne comme universitaire. Je suis pas là pour réclamer des droits. En fait, je suis juste là pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut le construire et faire des propositions. Donc, on peut faire des propositions extrêmement audacieuses qui ont peu de chances d'être utilisées. On peut faire des propositions raisonnables dont on peut se dire il y a plus de chances. Donc, moi, je suis un peu du côté de la raison en me disant je vais certainement plus convaincre. Mais il ne faut pas s'empêcher de faire des choses. Ce qui est important pour moi, c'est comme universitaire de proposer, d'imaginer, c'est-à-dire d'être toujours dans non seulement la prospective, mais d'ouvrir en fait, d'ouvrir des portes. Et les plus audacieuses sont peut-être tout de suite fermées, mais c'est pas grave. Moi, c'est pas mon rôle. Je suis pas dans un rôle de lutte politique et de conquérir le pouvoir. Et de toute façon, c'est pas moi qui vais décider tout ça. Je suis pas dans une position d'essayer de convaincre ou de décideur. Donc, je pense qu'il faut ouvrir toutes les portes. Sur les communautés impliquées et l'ambivalence des droits de la nature. Alors déjà, moi, je ne parlerai pas de droits de la nature. Je pense qu'en fait, il faut faire le cas par cas. La nature, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Et je pense qu'entre occidentaux, c'est déjà pas ce que ça veut dire. Et donc, si on parle des différentes technologies autochtones, ça n'a pas de sens. Donc, encore une fois, je pense que c'est bien de regarder au cas par cas et voir si on peut avoir quelque chose de plus global pour avoir des modèles de reproduction possibles, mais intégrés dans les cosmologies de chacun des peuples. Donc, il ne faut pas que le droit de la nature, que ce soit du colonialisme vert, évidemment. On a parlé des parcs. Il y a un colonialisme des parcs naturels. Si c'est pour reproduire ça, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ça soit co-construit depuis le début. Et après, oui, c'est une co-construction dans le sens où une personnalité juridique, j'entends bien que ça n'a pas forcément de sens pour les peuples autochtones, mais en fait, c'est un compromis. La personnalité juridique, c'est un outil de droit occidental, de droit romain, mais de dire que c'est la personnalité juridique d'une rivière, bah, en fait, on franchit un pas. Donc, moi, je pense que la rivière, elle peut être voilà, la bonne interface en disant la personnalité juridique des droits pour créer des institutions où il y a une vraie autogestion derrière. Donc, le diable, on le sait, se cache dans les détails. Donc, si c'est pour faire un parc naturel et au final dire que la nature prédomine, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de passer par des institutions qu'on peut appeler gardiens. Mais il faut regarder dans les faits si les gardiens, ça permet une autogestion, parce que sinon, on n'y est plus dans l'autodétermination. C'est pour ça que je trouve que prendre l'angle de l'autodétermination pour les droits de la nature, pour moi, c'est la bonne approche. Parce que sinon, on rebascule ce qu'on peut appeler le colonialisme vert de manière un peu tout, mais il y a une je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Et ben rapidement, parce que je rejoins tout à fait ce que Aurélie dit, donc je ne vais pas répéter. Je rajouterai juste que pour moi, c'est des approches qui sont complémentaires, doivent être en parallèle sur tous les éléments. Il est certain que les propositions les plus raisonnables vont permettre de faire avancer, mais elles ne sont que ça. Elles sont une première étape pour pouvoir un jour atteindre des propositions qui sont beaucoup plus révolutionnaires, donc qui sont révolutionnaires aujourd'hui certainement, qui ne le seront peut-être pas et qui seront très raisonnables dans 20 ans ou 30 ans. Et pour moi, ils sont vraiment complémentaires et ma position
position, elle dépend des jours et elle dépend de ce que j'ai envie de défendre. Des fois, j'ai des positions très raisonnables, un peu trop raisonnables, qui entraînent un peu de frustration de la part de certains peuples autochtones, et d'autres fois où je suis un peu plus révolutionnaire dans mon esprit, et où là, j'entraîne de la frustration et de l'inquiétude pour les universitaires et les juristes classiquement conçus, disons. Donc pour moi, ils sont complémentaires et ils avancent dans la même chose, et c'est juste une question de court, moyen et long terme. To expand on the different ways of what Jara was saying. So there's a lot of violence, people are using also taking up arms. Look at Myanmar, Chittagong Hills in Bangladesh, India. There's a lot of violence against the state because there's hardly anything to imagine. There's hardly anything left to imagine. So violence happens when we cannot imagine, that's the last resort. Well, look at West Papua, you cannot go. There's hardly any journalism, nobody can go. So that's another way indigenous people are taking up arms to confront the state, because the legal system doesn't even allow any further developments to incorporate the dreams of indigenous people. I don't know if that's the right way, but people are taking up arms across the world. Oui, peut-être pour débuter sur la question plus générale de la demande de l'audace versus la raison dans les demandes, dans les revendications. Moi, en fait, j'ai pas de position à cet effet-là. En fait, je pense qu'on doit y aller avec la réponse de la nation, avec ce que la nation désire. Mais je pense qu'il faut arrêter d'être dans ces compromis partiels qu'on fait toujours avec l'État pour avoir quelque chose de pas si pire et le modifier plus tard. Parce qu'en faisant ces compromis partiels-là, et c'est l'exemple, en fait, de certains éléments qui ont été insérés dans le système Inuit, ultimement, on dénature l'ordre juridique autochtone. Et moi, présentement, je travaille pour la Nation Atikamekw et c'est ce qu'on met de l'avant, en fait. Cette idée de compromis partiel, c'est assez. Il faut y aller avec ce que la nation veut et éviter de dénaturer l'ordre juridique, les valeurs, les principes de la nation en ayant ce compromis-là négocié. Donc, ça, c'est mon point de vue personnel. Pour la question en espagnol, j'ai très bien compris, mais mon espagnol parlé est un peu rouillé, donc je vais répondre en français. J'entends le point, je suis en fait complètement d'accord. C'est vrai que tout est là, tu sais, côté normativité internationale. En fait, dans le cas spécifique des Inuits, il y a cette idée, en fait, de conflit de juridiction pour certaines choses qui sont séparées avec le fédéral et le provincial. Cependant, pour moi, avec les règles actuelles et en droit international et avec la jurisprudence puis la décision de la Cour suprême au Canada qui sur justement, en fait, l'autodétermination, pour moi, la nation Inuit pourrait s'autodéterminer en matière de justice de manière globale. Moi, je n'ai pas d'obstacle. C'est sûr que là, mon écrit fait 130 pages, donc c'est difficile d'essayer de tout mettre ça dans un 15 minutes. Donc, j'ai sauté la dernière section les explications juridiques, mais on peut s'en parler dans un autre moment si ça t'intéresse. Entier. Entier. Puis pour la langue, en fait, il n'y a pas de traduction pour le mot justice en Inuktitut. En Inuktitut, le mot justice réfère au fait de se faire juger par un juge et de forcer les gens à se souvenir. Donc, quand on traduit le mot justice, c'est comme si on disait à quelqu'un, tu sais, aujourd'hui, c'est la justice, ben, ce serait aujourd'hui, nous allons forcer les membres de la population à se souvenir. Et ça, c'est un des termes qui ne se traduit pas en Inuktitut, comme le terme culpabilité ne va pas se traduire. Quand on parle, par exemple, des lois, il y a 3 termes qui vont référer aux règles de la nation, comme un peu le droit coutumier. Après ça, il va y avoir un terme qui va référer à d'autres règles. Puis là, on fait la différence entre ce qui doit être fait et ce qui doit être évité. Donc, au sein de la nation inuit, les gens vont dire tirosivit. Et là, ça, c'est les choses qui doivent être évitées. Et pirquit, c'est vraiment les choses qu'il faut faire. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de nuances dans la langue qui font que, ça cause plein de problématiques et au niveau de l'interprétation et au niveau
de la compréhension, justement, parce qu'on ne part pas des mêmes valeurs, on ne part pas des mêmes principes. Puis, tu sais, vous l'avez vu quand j'ai vraiment opposé les deux systèmes pour les normes, pour les modalités de résolution des conflits, on est vraiment à deux opposés. Puis, il y avait comme une sous-question sur qu'est-ce qui était implanté en territoire inuit, là. Est-ce qu'il y avait des initiatives? En fait, il y a les acteurs. Il y a des acteurs inuits, il y a des programmes inuits, comme j'ai montré sur une des diapositives. Et dans les acteurs, un des acteurs, c'est les comités de justice qui sont présents dans la majorité des villages inuits et évidemment en vertu d'un protocole gouvernemental. Donc, les ententes sont toujours au bon vouloir du gouvernement colonial. J'espère que ça répond. Donc, on peut conclure et manger. Ouais. Merci beaucoup Isabelle, bonne nuit ou oui, sûrement bonne nuit. Bonne journée alors. Bon, merci, au revoir. Merci.